Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Vous attendiez cette émission avec impatience. Nous avons eu quelques minutes de retard, mais ce n'est pas très grave parce que la priorité était à Miss Martinique. Je voulais me présenter, mais j'ai appris que l'élection c'est samedi, c'est bien ça? Donc c'est trop tard. Très bien. Alors, nos chroniqueurs sont prêts, en particulier Frédéric. Bonsoir Frédéric. Toujours prête. Bonsoir Chérédi. savez- Bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est un slogan scout. Claude, Bonsoir, ça va? très bien. Vous avez mis vos colliers? Oui, oui. Très bien. Christian. Bonsoir. Bonsoir Rudy, bonsoir chers collègues, bonsoir à la Martinique. Christian a renoncé à venir tous les mois. Il vient chaque semaine. Et c'est plutôt une bonne chose. Je Je n'ai qu'une plaisante. parole et je réponds aux sollicitations. Je plaisante. Mais vous avez vu qu'on vous aime. Et celui qui se fait agresser en permanence dans les hypermarchés, José, comment ça va? Bonsoir Eddy, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez vu comment cette émission démarre calmement? C'est bien le signe que ça va mal se terminer. C'est parti. Alors, on a des sujets extrêmement difficiles, mais comme vous le savez, on n'a pas le choix. Je rappelle que cette émission est réalisée à partir des sujets que la rédaction nous propose et que vous choisissez. Bien évidemment, vous avez choisi un sujet compliqué, complexe, mais nécessaire à traiter. Il s'agit du chlordécone. Sujet. Permettez-moi d'ajouter qu'en vertu de la loi du 22 décembre 1972, l'État était chargé de vérifier en amont l'innocuité des produits antiparasitaires qu'il autorisait sur le marché et ne l'a pas fait. Il y a eu faillite de l'État dans sa mission de protection des populations. Une avancée significative pour les associations qui luttent pour l'indemnisation des victimes du chlordécone. Hier, le Parlement a voté un texte qui reconnaît la part de responsabilité de l'État. Pas de quoi crier victoire pour autant, mais un espoir supplémentaire pour la suite et notamment le volet judiciaire. Une nouvelle audience est prévue le 22 juin à Paris pour éviter le non-lieu. Bon, ce qui est important, c'est que finalement, c'est la première fois que l'État français reconnaît sa responsabilité dans des crimes contre la santé et contre l'environnement dans les colonies, dans la Martinique, la Guadeloupe en particulier. Donc, c'est positif. Beaucoup n'y croyaient pas. Bon, maintenant, cela ne suffit pas à nous rendre euphoriques. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de limites. Et la première limite, c'est le fait que, comme dit notre avocat Christophe Leguevac, dans la loi, il n'y a ni chiffre, ni date, ni moyen prévu. Il y a simplement un objectif d'indemnisation et bon, c'est un peu maigre. Mais sans s'en rendre compte, il met l'accent sur quelque chose d'important. S'il y a seulement une part de responsabilité de l'État, il faudrait nous dire quelles sont les autres parts de responsabilité. Et de ce point de vue, il y a un moment judiciaire, puisque le 22 juin, on va nous dire si la décision de non-lieu au niveau du pénal qui avait été prise par le tribunal pénal de Paris, eh bien, est-ce que ce non-lieu sera confirmé ou est-ce qu'au contraire, on va décider de poursuivre, de faire enfin le procès pour juger les responsabilités des autres qui ne sont pas l'État. Bon. Donc c'est une question qui est posée et qui est importante. En tout cas, ça donne un argument à nos avocats, à tous ceux qui défendent cette cause-là, pour dire que oui, ben, si l'État lui-même dit qu'il y a d'autres responsables, il faudrait qu'on puisse les juger, qu'on puisse avoir un jugement. Bien. Alors, comme vous le savez, le sujet est d'actualité, puisque avant même ce vote de l'Assemblée nationale,
nous avions déjà pris rendez-vous pour que la justice puisse se prononcer sur le fameux non-lieu qui avait été pris par un duo, si je me souviens bien, un duo de juges d'instruction relatif aux plaintes déposées par un certain nombre d'associations sur les responsabilités hors État, en particulier responsabilité d'un certain nombre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, d'importateurs, etc., etc. Et on verra si cette décision est révoquée par la Chambre de l'instruction ou pas. Mais là, il s'agit d'une décision définitive, prise par l'Assemblée nationale, relative aux responsabilités partielles de l'État, puisque l'État reconnaîtrait, entre guillemets, à travers cette décision, cette loi, une partie de ses responsabilités. Alors José, quand on reconnaît une partie de ses responsabilités, est-ce que ça vaut reconnaissance globale, ne serait-ce que morale, vis-à-vis des populations? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Une chose est certaine, c'est que nous souffrons en Martinique, en Guadeloupe et dans d'autres territoires également de l'empoisonnement du chlordécone. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, on a besoin d'avancer. Les discours populistes ne nous feront pas avancer. Avancer, ça veut dire quoi? Avancer, c'est aller vers des phénomènes d'indemnisation. Oui, mais indemnisation, il faut toujours entendre, parce que quand on parle d'indemnisation, de la manière dont on le décline, on donne à penser aux gens que chacun touchera de l'argent. Je pense qu'effectivement, vous avez dit une reconnaissance partielle. Dans l'autre partie, puisque si c'est partiel, il y a d'autres, peut-être une ou deux autres partiels dans ça. Il y a des importateurs qui sont morts, il y a des ouvriers, il y a des ouvriers qui sont décédés et plusieurs sont malades encore. Donc il faut pouvoir... Ils ne sont pas sous le même niveau de responsabilité. Non, ils ne sont pas sous le même niveau. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut trouver les moyens aujourd'hui de préserver ceux qui sont en vie et de préserver les populations à venir. Il faut trouver... Moi, j'entends j'entends bien la culpabilité et l'indemnisation, quelles que soient toutes les parties à mettre en cause pour imaginer des indemnisations demain, parce que je n'entends que ça dans le discours, indemnisation. Je veux dire, il faut, demain, trouver des indemnisations pour permettre à d'autres personnes de ne pas tomber malades, pour nettoyer les terres qui ont été polluées. Mais ça, vous avez vu la vitesse avec laquelle la justice est rendue en France, en règle générale. Nous sommes en procédure depuis combien de décennies? Ça fait un bail que cette affaire... Et donc, on fait tout pour traîner, pour ne pas amener pour ces malheureux une juste indemnisation, en tout cas les moyens pour permettre que d'autres personnes ne prospèrent pas dans la maladie et que d'autres personnes ne meurent pas et qu'on nettoie les sols si tant est. Il y a des possibilités, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des plantes. Il y avait tout un système qu'on pouvait mettre en place pour commencer à rendre les terres plus propres que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Donc, oui. Donc, bonne décision, ça va dans le bon sens, selon vous? Il faut qu'on avance. Les lamentations ne nous feront pas avancer. On a cette manie ici de rendre toujours un État responsable, l'autre responsable. Mais là, en l'occurrence, il y a des responsabilités partagées. Mais on s'en fout. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce sont des réponses pour les gens qui ont été malades, pour les gens qui sont encore malades, des réponses pour les familles qui ont perdu des fois leur père, leur mère, qui ont travaillé dans ces conditions. Et on ne veut pas toujours dire toutes les vérités, parce qu'en fait, on a parlé de l'État. J'entends bien dans le non-dit qui est le vote, l'autre partie. L'autre non-dit qui est le mien. J'entends bien. Vous cherchez des boucs émissaires. J'entends bien les autres parties. On oublie souvent qu'il y a des politiques aussi qui ont donné des accords de dérogation et qu'il ne faut pas mettre des partis de côté. Il y a toutes les parties à prendre. Mais ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est qu'on avance vers des décisions
qui permettent de retrouver une terre saine, pour retrouver la santé pour ceux qui sont malades, si tant est, il n'est pas trop tard pour certains d'entre eux, et permettre de mettre en place des conditions de non-renouvellement de cette catastrophe. Voilà, de ces catastrophes. Frédéric, alors bien sûr, c'est une victoire considérée comme ça, apparemment par un certain nombre de personnalités, d'associations, d'élus, que l'État reconnaisse une partie de ses responsabilités. D'ailleurs, le président de la République avait dit très clairement que l'État était responsable. Est-ce que ça ouvre la porte à une indemnisation des victimes? Alors, il faut quand même rappeler que d'ores et déjà, le chlordécone est considéré comme une maladie liée au travail, qu'une partie des ouvriers agricoles a été indemnisée, sur des niveaux d'indemnisation qui sont contestés en raison de leur extrême faiblesse et également au nombre relativement restreint de personnes qui sont indemnisées, en sachant que le chlordécone, on l'attendait dans un certain nombre de zones et on a découvert qu'il était quasiment partout, tout simplement parce que les gens s'emparaient de chlordécone et mettaient ça dans leur jardin en particulier. Bon, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce qu'elle va dans le bon sens? C'est une bonne décision quand l'État reconnaît une responsabilité pour des autorisations qu'il a délivrées et qui étaient manifestement contraires à l'ordre sanitaire. Mais même s'il n'y avait pas eu cette reconnaissance, même si elle n'était pas validée, de toute façon, on est dans ce qu'on appelle en Martinique depuis plusieurs décennies, dans un état d'urgence sanitaire. Donc, je crois qu'on en est au combienième plan chlordécone. Ça a été déjà enclenché, c'est une mécanique qui existe. Alors je ne minimise pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si, on en parlait dernièrement au niveau des associations et des recours, s'il faut vraiment beaucoup espérer d'un État qui, dans ce contexte-là, est jugé parti, puisque c'est nécessairement, à mon sens, au niveau européen, où on aurait pu avoir peut-être des recours et des indemnisations plus fortes. Que cet État est jugé parti? Jugé parti, puisque c'est l'État français qui a délivré des autorisations et c'est aujourd'hui l'État français qui reconnaît, et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle, sa responsabilité. Mais vous parlez bien d'une responsabilité partielle, nous verrons les conséquences, mais cet État est jugé parti puisqu'il y a eu des autorisations qu'il a lui-même délivrées. Quand on parle des planteurs ou des sociétés qui auraient été, et qui sont d'ailleurs co-responsables, rien n'empêchera à l'État de se retourner, s'il le souhaite, ou contre certains politiques pour pouvoir prouver qu'il a été manipulé ou autre chose. Mais en tout cas, c'est l'État qui est le premier maillon, à mon sens, responsable de ces autorisations. Vous avez parlé des sols. Effectivement, c'est des ministres qui ont signé les autorisations. Après, il faut faire des recours, il faut se retourner contre les divers responsables, aucun problème. Après, le grand sujet de la chlordécone chez nous, et José souligne cette actualité, c'est qu'encore aujourd'hui, même si ces plans dont j'ai parlé permettent de faire des tests, tu es à un niveau où tu es de chlordécolémie, etc., il suffit que tu ailles dans certains restaurants ou que tu achètes dans certains supermarchés pour revivifier ton taux. Donc, le sujet, c'est vraiment une filière complètement épurée, complètement débarrassée de la chlordécone, ce qui est strictement impossible. Pourquoi? Parce que les résultats, et il faut saluer le travail de l'AMSES, il faut saluer le travail de la SOPAMAR, des divers universitaires et des médecins militants. Aujourd'hui, ils militent encore pour une cartographie des sols, parce que cette cartographie des sols n'a pas été effectuée. Ils militent pour aussi qu'on mette en place une diversification de l'agriculture. Il faut que cette agriculture de ces terres soit hors sol. Il ne faut pas que ce soit des cultures vivrières. On peut très bien faire pousser des arbres ou des fleurs utiles pour ne pas justement avoir à établir une consommation. Et puis, on a la recherche des perturbateurs endocriniens qui nous permettrait de faire ce lien avec les ouvriers, mais aussi avec toute autre personne qui a été en contact. Et pour finir, je suis absolument convaincue que ces plans qui étaient des poches financières assez incroyables, qu'est-ce que ça a financé exactement? Où en sommes-nous aujourd'hui? La question qui tue, on y reviendra. Christian, est-ce qu'on a raison
de continuer à demander réparation? Parce que bon, c'est le mot à la mode ces temps-ci. Est-ce qu'on a raison de dire que c'est un scandale? Est-ce qu'on a raison de dire qu'il faut trouver des coupables? Est-ce qu'on a raison d'aller plus loin? Alors, on a raison de non pas trouver les coupables dans le sens qu'il faut des boucs émissaires. Mais quand il y a un problème, quand il y a un crime, quand il y a un délit, il faut bien que ceux qui en sont responsables soient identifiés et payent, quoi. Ouais. Et en l'occurrence, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense en général. Parce que dans une affaire comme ça, il y a forcément du lobbying qui a été fait. Donc les lobbyistes qui sont intervenus. Là, ils font le siège à tout niveau, au niveau national, au niveau européen. Donc ils savent pertinemment ce qui s'était dit aux États-Unis, fait aux États-Unis. Ils sont intervenus quand même. Il y a évidemment l'État qui a tous les moyens d'expertise. Tous les moyens d'expertise. Même si les Américains avaient menti pour savoir que ce n'était pas utilisable. Il y a les administrations, l'administration des années 90, qui pouvaient tout à fait dire « moi je suis au courant et je signale en tout cas à la justice que c'est un danger, et publiquement que c'est un danger d'utiliser cette affaire-là, etc. » Au contraire, à l'époque j'étais jeune inspecteur, mais je connais des ingénieurs qui alertaient, ils ont étouffé les ingénieurs pour empêcher qu'ils parlent, etc. Oui, tout à fait. Il y en a même qui ont été mutés. En Guyane, après, en particulier. Donc, il y a les importateurs qui le savaient, et puis il y a les producteurs qui sont béquets et autres, hein, pas seulement les béquets, qui ont utilisé consciemment et qui ont même fait fabriquer. Bon, donc il y a beaucoup de gens qui sont responsables. Je pense qu'il faut aller au bout de cette affaire-là, parce que c'est une affaire de dignité quand même. On a indemnisé pour l'amiante, il y a plein d'autres cas. Le sang contaminé. Pour le sang contaminé, etc., où des victimes ont été indemnisées. Et pourquoi à chaque fois, quand il s'agit d'un problème de ce genre, de cette nature, dans les Outre-mer, dits Outre-mer, c'est une montagne. C'est vraiment une... Pour les essais nucléaires... en Polynésie, ça a été une montagne. Ça a été une montagne, alors que c'était une affaire grosse comme ça et au niveau international. Ils ont été obligés de le faire, en partie. Bon. Donc je pense que non, il faut aller au bout pour la reconnaissance, parce que c'était pas évident. Vous vous rendez compte du drame? Est-ce que vous connaissez une famille martiniquaise qui n'est pas touchée par le cancer de la prostate? Moi, j'en connais pas. Autour de moi, je n'en connais pas. Toutes les familles sont touchées. J'ai vu des ouvriers dans l'état dans lequel ils étaient, ces gars qui travaillaient, ces gars et ces femmes, qui travaillaient sans gants, sans protection, alors les gens pensaient que le chlordécone pouvait être pulvérisé. Ils n'étaient jamais pulvérisés. Non, ce sont des grains qui étaient déposés au pied des plantes. Même l'équipement des travailleurs n'a pas été respecté, alors que les employeurs savaient très bien que c'était un poison. Donc je crois que non, il faut aller au fond. Alors c'est un petit pas, comme tu dis, c'est un petit pas. Il faut poursuivre. Mais on n'aura jamais gagné facilement, hein, parce que le Parlement a décidé. Il y a tout le circuit. Et puis après, il y a tous les processus pour décrire comment, qui, les critères d'indemnisation, etc. Combien? Ok. Très bien, Christian, merci. Claude, alors on sait que ce n'est pas votre dada, le chlordécone, et que vous êtes plutôt sceptique. Pas du tout. Oui. Non, je dis oui, qu'on parce que tourne. j'ai regardé vos interventions précédentes. Non, Vous êtes plutôt tourne. sceptique quant à la finalité, quant à la finalité et quant aux objectifs qui sont poursuivis sur le fait qu'ils puissent être atteints ou pas. Alors, Oui, ça oui. on est bien d'accord. On est d'accord. Bon, mais est-ce qu'il faut malgré tout demander réparation? Est-ce qu'il faut demander justice? Allons déjà à la justice. Non, mais déjà, là, le Parlement a statué. Je rappelle que le Parlement, c'est la voix du peuple. Ce sont nos parlementaires qui s'expriment, qui ont été élus démocratiquement et qui sont nos représentants. D'accord, mais le Parlement, ce n'est pas la justice. Hein? On est bien d'accord. On est absolument d'accord. Moi, je parle... Là, on a une actualité, n'est-ce pas? Donc, la semaine dernière, le texte a été adopté. Et dans 2 semaines, il y en aura une autre. Voilà. Et dans 2 semaines, il faut voir ce qu'en 2 semaines... La justice, dans cette 2 fois-là. semaines, la justice, cette fois-ci, comment elle va statuer. Je remercie 2 avocats, enfin une juriste internationale qui est guadeloupéenne, Sabrina Cajoli, et puis Virginie Mousseau, qui est avocate, qui sont très partie prenante et qui m'ont bien expliqué les choses. Et c'est vrai qu'il y en a une, la juriste internationale, qui connaît très bien ce type de problématique et où aller, qui veut vraiment aller au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'elle est un peu... Voilà, elle se demande
demande, enfin, elle n'est pas très optimiste par rapport finalement au résultat du 22 juin. On verra, parce que là, c'est pas après pas. Là, il y a eu le Parlement, peut-être qu'on aura une surprise positive, quelque chose de positif le 22 juin, on ne sait pas. Et effectivement, ils vont continuer à porter ce dossier. Mais vous ne faites pas partie des gens, parce qu'il y en a, hein, oui. On les a déjà entendus, vous ne faites pas partie des gens qui disent tout ça, ça ne sert à rien. Ah non, je ne fais pas du tout partie des gens qui disent pas du tout. D'ailleurs, il faut quand même reconnaître une chose, je sais qu'il est détesté, qu'il est même vomi par certains, mais quand même c'est le président de la République Emmanuel Macron, je le rappelle, en 2018 quand il est venu ici au Morne Rouge, qui est au plus haut sommet de l'État, c'est le premier président de la République, je le dis par rapport aux autres, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc., qui a dit, mais il y a un problème, effectivement, et il faudra que l'État puisse faire quelque chose. Alors il a commencé pas pour indemniser les ouvriers de la banane et voir ce qu'on pouvait faire, et puis etc. Ouais, mais il y a eu une volonté politique. Le même président de la République qui a dit... Il venait d'arriver, il était un peu vierge de tout ça, à la limite. Oui, mais c'est le même président de la République qui a dit il n'est pas certain qu'il y ait un lien avec le cancer. Oui, ben parce qu'entre-temps, certainement qu'il a été redressé, n'est-ce pas, et briefé. Il y a des gens qui l'ont appelé en lui disant Manu, tu vas trop loin. Tu vas trop... Exactement. Il y a de grandes chances. avait déjà fait ses conclusions prouvant le lien. Oui, mais il y a de grandes chances. Je dis, quand il était vierge de ces éléments-là, il s'est dit oui, on lui a expliqué, il s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller plus loin. Ouais. Bon, je rappelle ça quand même, mais cela étant, effectivement, il faut poursuivre pas après pas et voir jusqu'où on peut aller et ce qu'on va obtenir. Voilà, c'est un long chemin. Très long chemin. Il faut rappeler dans cette histoire, alors José me fait porter le chapeau de celui qui ne dit pas tout, donc je vais enlever le chapeau et faire plaisir à José. Il faut rappeler dans cette histoire que du chlordécone a été vendu bien après l'interdiction et qu'en échange, les gens qui achetaient du chlordécone avaient des factures de carrelage. Voilà. Et quand les gens ont su qu'on allait interdire, ils ont surstocké pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Ça, c'est coupable. Et comme nous n'avions pas les réseaux sociaux à l'époque, etc., il faut quand même rappeler que nos élus, nos parlementaires, ne se sont pas beaucoup émus. Au contraire, certains ont défendu de la question de la dangerosité. Voilà, il y en a même certains qui ont demandé et signé. Et il y en a qui n'ont rien dit, qui n'ont pas signé, qui n'ont pas déposé d'amendement contre. Bon, ça veut dire en clair qu'il y a beaucoup de monde intéressé. Exactement. Bon, j'espère qu'un jour, on saura le fin mot de l'histoire. Voilà. Bien. Alors, dans cette actualité extrêmement souriante, nous allons aller encore plus loin. Cette fois-là, dans l'horreur. On va sur un sujet lié à l'insécurité pour la 450e fois probablement au cours des 4 dernières années. C'est parti. 2 nouveaux homicides ont endeuillé la Martinique ce week-end. Comme trop souvent depuis le début de l'année, la violence armée s'est exprimée, cette fois au François et à Fort-de-France. L'on dénombre déjà 14 homicides en 5 mois. Un bien triste bilan qui laisse la population sans voix. Ça fait peur, ouais, effectivement, mais je pense que la première cause, c'est peut-être l'emploi. Hein. Le manque d'activité, je pense que ça joue énormément. Je ne vois pas comment ils vont réussir à éradiquer cela, sauf s'il y a beaucoup plus de moyens au niveau de la police. Mais les policiers et la population sont en confrontation tout le temps. Donc, comment réussir à ce que la Martinique soit sereine, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tuer quelqu'un, c'est quasiment quelque chose de simple. Et avec la circulation des armes qui est déjà sur l'île, donc je trouve, c'est à nos politiques certainement de faire quelque chose. Et puis aussi, je pense, la base, l'éducation des jeunes, en fait. Est-ce qu'on se sent vraiment en sécurité ou pas sur notre île, sur l'île sur laquelle on vit, sur l'île sur laquelle on circule tous les jours? Au final, on voit qu'il y a quand même des gens qui meurent à côté de chez eux. Est-ce que ça ne peut pas nous arriver, en fait, compte un jour? Dans ce contexte d'insécurité, Serge Letchimy interpellait Emmanuel Macron la semaine dernière. Il exhortait alors le président de la République à un sursaut face, je cite, au chaos. Le président du conseil exécutif de la CTM annonce également l'organisation d'une conférence régionale de sécurité le mois prochain sur l'île. De son côté, Étienne Desplanques rappelle que la lutte contre les armes à feu est la priorité de l'État. L'année dernière, c'est près de 280 armes qu'on a saisies, 93 depuis le début de l'année. Deuxièmement, c'est vraiment
d'aller contrôler les traits de côte, c'est-à-dire l'apport d'armes qui nous viennent malheureusement des îles voisines. Hein. Ces armes, pour beaucoup, viennent en premier lieu des États-Unis et transitent par les îles voisines. C'est depuis qu'on a mis en place les opérations Scotopelia sur les traits de côte avec la gendarmerie, c'est 56 saisies de yawls avec plusieurs armes, plusieurs milliers de munitions. Et puis enfin également, c'est l'investigation. L'année dernière, nous avons obtenu des renforts en gendarmerie et en police. J'avais souhaité qu'ils soient mis spécifiquement sur la question des armes. Ça y est, les affaires commencent à sortir. Des renforts encore insuffisants pour les syndicats de police. En première ligne, face à cette montée de la violence, ils pointent une justice jugée trop laxiste et déplorent le manque de soutien des politiques aux forces de l'ordre. Dès qu'un policier prend en charge quelqu'un, dès qu'un policier interpelle quelqu'un, le policier a toujours un problème. Le policier ou le gendarme a toujours un problème, soit avec la justice, soit avec les politiques, soit avec les instances. Pourquoi? Parce que tout le monde veut que l'anarchie perdure, quoi, en fin de compte. Parce que le policier, on lui enlève tous ses droits, et on lui dit de faire. Faire quoi? On saisit des armes tous les jours. Et les mêmes personnes, on les reprend. Et des fois, on les reprend parce qu'ils ont déjà tué quelqu'un entre-temps. Contrôle, répression, prise de conscience collective. Ces leviers seront-ils suffisants afin d'endiguer la spirale négative et ne pas égaler ou dépasser le triste record de l'année dernière? En 2025, 40 homicides ont été commis sur l'île, dont 34 par arme à feu. Bien. Alors, certains d'entre vous nous ont déjà écrit pour nous dire, bon, quand est-ce qu'on va arrêter de traiter de cette actualité? Nous sommes contraints de traiter de cette actualité, tout simplement parce que ça fait partie de l'actualité et que le niveau de violence est quand même relativement élevé. Christian, vous avez vu qu'il y a un policier, un syndicaliste, hein, qui dit chaque fois qu'un policier fait son boulot, il y a toujours un problème, soit avec la justice, soit avec les instances, comme il dit, ou les politiques. Alors, tout le monde, semble-t-il, concourt ou complote pour que le chaos puisse durer. Est-ce que ces propos vous choquent ou vous plaisent? Concours ou complice, non. Je ne pense pas. Je pense que c'est un état de fait. Moi, j'ai regardé les statistiques à propos de l'affaire de la jeune fille, de l'enfant qui a été violée, assassinée, enfin probablement... sur la France. En France, voilà. Et les statistiques montraient que la France était pratiquement la dernière de l'Europe en nombre de fonctionnaires d'investigation et en termes de juges, de procureurs pour traiter toutes ces affaires-là. Ouais. Donc c'est systémique. C'est un problème structurel, systémique. Le garde des Sceaux a secoué les procureurs, semble-t-il, et leur a demandé de remettre les dossiers sur la table. Et on a vu qu'il y avait 70 000 dossiers. Mais en oubliant qu'ils sont là depuis 10 ans et que s'il fallait vraiment réformer les choses, ils auraient dû commencer depuis 10 ans et on n'en serait pas là. Ouais, parce qu'il y a déjà beaucoup d'enfants. Non, il y a un vrai problème à ce niveau. Je pense que j'ai eu la chance ou le malheur d'être dans des pays comme Haïti au pire moment de la dictature ou au moment de la guerre civile en Colombie, et c'était assez extraordinaire comme ambiance, quoi. On a l'impression qu'on est en enfer, quoi. Et donc on ne soupçonne pas l'impact du narcotrafic quand il aura gangréné une société comme la nôtre dans une petite île ou comme on peut se retrouver pire que certaines régions d'Italie, quoi. Donc il faut vraiment des moyens et je pense que nous sommes loin du compte avec le gouvernement français. Nous sommes loin du compte de ce point de vue-là, des moyens. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il y a 3 questions, franchement, et je vais m'en arrêter là pour donner le fond de ma pensée. Il y a un problème de surveillance, de répression et de justice, effectivement. Bon, on peut en parler 50 fois. Mais en amont de ça, parce qu'on peut mettre tous les jeunes délinquants en prison, les trafiquants en prison. Ça ne changera pas grand-chose. Ils vont bien sortir un jour. Et ça va recommencer. C'est-à-dire qu'on aura une société qui va s'effondrer de plus en plus avec un éternel recommencement. Il y a un problème avant ça d'école, d'échec de l'école, d'échec de la formation professionnelle, d'échec des familles qui sont laissées à elles-mêmes, des familles, je ne veux pas stigmatiser les familles monoparentales, mais de gens dépassés. Dépassés. Ça m'est arrivé une fois d'amener un jeune qui avait volé quelque chose à ma famille chez lui. J'arrive, mais le malheureux, il était en classe de première. Sa mère avait 35 ans, elle était shootée dans l'appartement lorsqu'elle a ouvert la porte. Et il vivait seul avec sa mère. Comment vous voulez qu'il s'en sorte? Donc, il y a un problème d'échec et il faut
prendre cette dimension-là en compte. Et puis le dernier problème, c'est que comment voulez-vous que des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, des familles qui sont pauvres, il y a 30 000 personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ces gens-là regardent une société de consommation, ils en veulent à la société, mais la société leur en veut aussi. C'est-à-dire les inégalités creusent le trou de la société martiniquaise. Et alimente ce déchaînement-là. La violence alimente tout ça. Il faut vraiment régler le problème des inégalités. Il est clair qu'il y a un lien établi depuis très longtemps. Frédéric, est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle, de toute façon, ça ne va jamais s'arrêter tant qu'on n'aura pas mis, je vais embêter un peu José, un flic derrière chaque Martiniquais? Et ce que disait Ségolène Royal lors de son débat avec Nicolas Sarkozy, qui lui a d'ailleurs valu une défaite au présidentiel. Je suis de l'avis de Christian sur le point de la systémique. Là où il y a de la paupérisation, là où il y a une absence d'éducation, là où il y a du vide, eh bien les natures négatives s'installent et les perspectives, on le voit bien. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la série Bandit, mais on voit assez bien cette mécanique de résistance pourtant des familles, puisque toutes ne se livrent pas à cela, mais de cette sorte de force qu'est le fait de chercher de la reconnaissance sociale, de l'argent facile, puisque ça devient la seule option. Donc je ne généralise pas, mais il y a une sorte de tendance de fond autour de ça. Mais c'est vrai que le propos de M. Berthet, de M. Louis Berthet, m'a interpellée. Et quand on regarde Quand vous dites interpellé, c'est un euphémisme. J'ai l'impression que ça vous a plu. Oui, ça m'a plu parce qu'il a raison de dire à un moment, vous ne nous donnez pas les moyens, c'est ce qu'il dit. Ouais. Pourtant, donc, du coup, il faut chercher. C'est pas comme s'il n'y avait pas de moyens qui avaient été. Quand on regarde un petit peu, on en parle sur ce plateau, il y a un vrai renforcement de moyens nautiques, de projets de drones, plus de 74 000 heures supplémentaires de projets de drones, mais il y en a encore des projets, c'est-à-dire que ce n'est pas terminé. Il y a des radars, le préfet a bien. C'est pas comme si l'État ne faisait rien. Ce n'est pas le cas. Je crois que ce qui est assez. Ce qu'on sent comme tendance de fond, c'est que les narcos, puisque c'est le trafic d'armes, c'est le narcotrafic qui est derrière, leur richesse commence à devenir complètement démentielle. Voilà. C'est-à-dire que rien qu'avec dernièrement, la gendarmerie a fait une prise de plusieurs centaines de cigarettes, c'était des millions d'euros, mais juste en une seule prise. Ouais. Donc il y a cette sorte de submersion de nouveaux États, de moyens extraordinaires. Et de l'autre côté, les consommateurs, on les incrimine, des délits, peines de prison, on engorge les tribunaux. Je crois qu'à un moment, il faut peut-être taper au portefeuille, parce que l'État, ses moyens, il les ressort par les impôts, par nos impôts. Hein. C'est comme ça qu'un État, l'État ne crée pas de la richesse, il la prélève. Donc je crois que, tout comme... Alors, je ne vais pas parler de dépénalisation, parce que je n'y crois pas. Même la dépénalisation des drogues douces, qui a eu lieu aux Pays-Bas ou dans d'autres États, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait... En Uruguay, on s'est rendu compte que, certes, la drogue était légalisée, mais que derrière, il y avait du narcotrafic sur l'approvisionnement des coffee shops, par exemple. Donc, ça ne résout même pas le problème, la dépénalisation. Alors, des drogues dures, n'en parlons pas, mais rien que la pénalisation des drogues dures, il faut la renforcer, mais il faut peut-être la renforcer sur deux voies. La voie financière, parce qu'à un certain moment, quand on tape au portefeuille, il y a des réactions. Et également, la voie, bien sûr, de l'accompagnement et la voie sanitaire qui, à mon avis, n'a pas vraiment cours en France. Claude, on vous a évidemment entendu sur le sujet, mais j'ai envie de vous taquiner sur la dépénalisation. Et si on coupait l'herbe sous le pied des trafiquants en disant, bon, écoutez... Compte tenu du fait que, par exemple, sur les drogues dures ici, il y a un usage plutôt modéré des consommateurs, que l'essentiel, c'est la marijuana, on va dire ça, et le shit, en particulier la résine de cannabis. Est-ce que ce ne serait pas une solution, finalement ? Non, on parle de la consommation intérieure. On parle de la consommation intérieure, mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, les règlements de compte qui ont lieu actuellement, pour une part, puisqu'il y en a d'autres, ce sont des rixes, des escarmouches. Pour les vrais règlements de compte, c'est-à-dire qui sont signés avec une manière de... Voilà, un mode opératoire qui est
déployer ces règlements de compte-là. On n'est pas dans un petit trafic de shit à 100 grammes. On est dans l'exportation de tonnes de cocaïne. Exactement, on est dans des millions d'euros. Donc, pour répondre à votre question, non, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Simplement, c'est vrai qu'on est devenu, parce qu'il y a une translation, c'était avant le plateau des Guyanes et la Guyane française. Bon, maintenant qu'elle a un peu fermé, quand il fermait certains robinets, donc maintenant la Martinique est devenue une vraie plaque. Mais aussi ce qui se passe, c'est que nous avons, on remarque qu'il y a des prises de plus en plus importantes parce que on dit que l'État ne fait rien. Certes, mais enfin, pour ce qu'il fait, il fait. Et il y a des prises importantes, ce qui fait que les règlements de compte, quand la marchandise n'est pas livrée et qu'il y a un souci, on est dans du 750 kilos, des tonnes, etc., au large. Et, tous les 15 jours, voire toutes les semaines, on nous annonce de très grosses prises. Ça déstabilise totalement le marché. D'où, ici... Il semblerait que le marché soit très tendu. Très tendu. Et qu'il y ait des vols du coup, entre en plus, entre gangs, et il y a des signatures. Et puis, on a parlé aussi du trafic d'armes, qui est important, et on en a déjà parlé aussi. On voit bien que même le Martiniquais lambda, dans les cours, pour prendre des cours dans les stands de tir, pardon, il y a de plus en plus de cours qui se développent, enfin, qui s'étendent pour se protéger, pour pouvoir essayer de manier, pas trop faire de bêtises. Le même Louis Liberté nous avait dit, n'oubliez pas que bientôt vous allez devoir vous protéger vous-même. Exactement. Alors, il y en a un qui a encore sur ces points-là des idées, on va dire, un peu singulières. C'est José. Donc, out la dépénalisation, out le recours systématique à la force, etc. Mais c'est quoi votre solution miracle, José? Ah non, ma solution miracle, non. D'ailleurs, le titre même de votre sujet m'interpelle. La montée de l'insécurité. Elle ne monte plus, on est arrivé au sommet. Non, il y aura pire, José, il y aura pire. Il y aura pire? Il y aura pire parce que quand vous comparez le nombre de morts par habitant, non pas au Loir-et-Cher, mais à la Jamaïque ou à Trinidad, il y a des gens qui font beaucoup mieux que nous. Oui, mais il y aura pire si on continue à se lamenter, comme on le fait, à culpabiliser l'État encore toujours. Parce qu'à chaque fois qu'on tue quelqu'un à Fort-de-France, vous entendez un politique vous dire c'est la faute de l'État et on n'a pas assez de policiers. Des policiers, oui, je suis d'accord, pour les connaître certains, il leur manque de la main-d'œuvre, si je peux m'exprimer ainsi, pas des apprentis, mais de vrais policiers, ils réclament. Pas des auxiliaires, mais... Ou non, des gens capables d'être sur le terrain. Ouais. Et M. Berthet, j'entends très bien son discours, parce qu'aujourd'hui, on a tendance toujours à pointer du doigt les gendarmes et les policiers quand ils n'ont pas interpellé dans les règles de l'art un voyou, hein, des voyous. Ils sont, eux, interpellés parce qu'ils n'ont pas fait les choses dans les règles. Une fois qu'ils ont tenu ces délinquants, vous avez une justice qui, pour des raisons multiples et diverses, les relâche dans la nature. Parce que cette justice-là, elle aussi n'a pas les moyens. Probablement. Mais savez-vous que vous avez des policiers qui tiennent des voyous, les mettent en garde à vue, les transfèrent, ils sont relâchés 24 heures après et retournent à l'hôtel de police pour dire au même policier qui l'avait interrogé « Ou tu es moyen, au moment où l'a dit moi, je dis. » Non, je vous assure, ce sont des choses qui arrivent ou des policiers ou des voyous qui retournent pour demander aux policiers qui les avaient arrêtés 2 jours avant et machin, on garde des pistolets moyens. Oui, voici le temps. Il faut, non. Il n'y a pas de fatalisme, je ne crois pas. Oserais-je vous rappeler que la Martinique fait 1000 km². Nous sommes un petit pays. Avec une volonté politique. C'est quoi la conclusion alors? On peut arriver, il faut donner les moyens. Vous avez un préfet aujourd'hui, et c'est probablement celui qu'on a vu sous les derniers préfets qu'on a vu passer en Martinique, le plus déterminé à arrêter ça, à mettre des moyens pour arrêter ça. Il faut l'encourager. Moi, je suis stupéfait de voir que ça n'est qu'en juillet qu'on veut faire des états généraux de l'insécurité. Mais attends, on a tué 40 personnes l'année dernière. Et on pense maintenant qu'il faut faire les états généraux. Il y a longtemps, mais avant que ça soit caribéen, il y a longtemps que nous-mêmes, avec nous-mêmes, les élus locaux,
devraient s'être réunis pour faire ça. Remettre de la proximité dans les communes. Il y a les grands frères, comme on les appelle dans certains, pour pouvoir commencer à canaliser les premiers points de deal quand vous les voyez arriver, parler aux jeunes, remettre de l'éducation au sein de l'école. Et puis, les familles. On oublie aussi, vous parlez de l'insécurité comme si c'était que de la drogue et des armes. Pas du tout. Vous avez des quantités de familles où il y a une vraie violence à l'intérieur de ces familles. Vous parliez, je crois que c'est Christian qui parlait, qui a ramené un gamin chez lui, il est tombé sur une maman défoncée. Vous m'interrogez, vous ne voulez pas que je parle? Non, non, je vous faisais un petit signe pour vous dire que vous n'aviez plus que quelques secondes. Ah, d'accord. Non. Sinon, je vous laisse la totalité de l'émission. Non, je ne demande pas tant. C'est un vrai sujet. Il ne faut pas qu'on le traite à la volée. Il y a des vrais problèmes et il faut savoir les entendre pour tenter de les régler. Mais je crois que ce pays doit être capable de gérer ça, même si on est au milieu d'une plaque latine, d'Amérique latine, où on sait qu'autour de nous, ce n'est pas facile. C'est clair. Et à mon avis, ça va l'être de moins en moins. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Claude a dit que, on traitait les affaires de cocaïne à l'exportation sur plusieurs centaines de millions. Le chiffre, c'est 2,8 milliards d'euros d'exportation. On parle de la banane, mais nous, on exporte de la cocaïne. Et là, on s'aperçoit qu'il y en a qui font beaucoup mieux par tête. Ce sont des pharmaciens. C'est une fraude d'une ampleur inédite. 4,2 millions d'euros. Une vaste opération menée par le parquet de Fort-de-France a mis au jour un système présumé de surfacturation. Au cœur du dossier, 2 pharmacies, l'une à Fort-de-France, l'autre au François. Les 2 officines sont soupçonnées d'avoir gonflé des prescriptions de médicaments coûteux afin d'obtenir des remboursements indus de la sécurité sociale. C'est l'incohérence de ces prescriptions qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Car si les médicaments concernés avaient réellement été délivrés, les doses se seraient avérées potentiellement dangereuses pour les patients. Dans les faits, le mécanisme aurait été appliqué pendant 6 ans. Les 2 pharmaciens ont été condamnés. Les chefs d'accusation sont lourds, escroquerie et blanchiment aggravé, abus de biens sociaux ou encore trafic de médicaments en bande organisée. Les sanctions vont de 36 mois de prison, dont une partie sous bracelet électronique, à 100 000 € d'amende, avec interdiction d'exercer dans le secteur et confiscation des biens saisis. Au-delà des chiffres, l'affaire interroge. Comment un système censé protéger la santé publique a-t-il pu être détourné à hauteur de 4 millions d'euros sur plusieurs années? Les épouses des 2 gérants ont aussi été inquiétées. L'une écope de 8 mois de prison avec sursis et de 8 000 € d'amende. La deuxième a été placée sous contrôle judiciaire, dans l'attente de son jugement. Bien. Alors, on ne va pas faire de commentaires sur les peines. On va d'abord s'intéresser à la dernière question de notre journaliste. Comment se fait-il qu'un système comme ça ait pu prospérer pendant 6 ans sans aucune forme de complicité? José. Oui, Eddy. Ah. Comme je sais que c'est un sujet qui vous passionne. Oui, en fait, oui, et pourquoi? D'abord, sur le sujet qui nous préoccupe en Martinique, on fait un boulot avec 2 pharmaciens. Il faudrait dissocier les affaires puisque les 2 n'ont pas le même mode opératoire. Il y a un qui est plus spécialisé dans le trafic de médicaments, l'autre dans la surfacturation. Peu importe, le résultat est le même. Moi, ce qui me surprend, alors, avant d'aller plus loin, ça n'est pas une spécificité martiniquaise, hein. Oui, mais chaque fois, on nous sort ça. Non, je vous dis ça, je vous dis, je ne parle pas des individus. Attendez, José, vous vous rappelez que vous venez de nous dire sur la drogue qu'on est un tout petit pays. Oui, non. Et comment dans un tout petit pays, des trucs comme ça? Parce que ce n'est pas la première fois. Non, la drogue, pour la drogue, c'est un tout petit territoire à surveiller pour permettre... Et les pharmaciens? Attendez, je vous explique. Pourquoi j'ai dit que ça n'était pas une affaire locale? C'est que hier, dans l'émission 66 minutes d'M6, il traitait de ce sujet-là, pas des Martiniquais, mais d'un infirmier qui a détourné plusieurs millions et qui s'est installé au Maroc. D'ailleurs, que les Marocains ont tenu. Avant-hier, ils ont envoyé en France. Donc,
Tout ça pour vous dire, ce qui m'étonne, c'est comment ces institutions... Vous parlez de quelles institutions? Je parle de la sécurité sociale. Ouais. Je parle de la région. Je parle de France Travail. Vous mettez la CTM dans ça? Non, je ne mets pas dans ça. Je veux dire, ces grandes institutions n'ont pas des systèmes de contrôle en interne. Ouais. C'est ce dont je parle. N'ont pas des systèmes de contrôle en interne. Ah, vous faites référence au détournement dont la CTM a été victime? Oui, non, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Non. Toutes ces grandes entreprises font à la sécurité sociale. On a parlé de ces 2 pharmaciens martiniquais, mais on n'a pas tenu tous les autres infirmiers, tous les autres, et tous ceux qui sont sur le plan national sont dans ces dérives de détournement. Vous savez combien d'officines qu'on a vues multiplier ces temps derniers pour la vue, pour les oreilles, pour le nez, où on raconte plein de choses sur les détournements possibles à la sécurité sociale. Si le Kidam du coin le sait, il devrait pouvoir avoir un meilleur système de contrôle. Pour moi, il y a une défaillance du système de contrôle en l'interne. Parce qu'il a fallu attendre 4 millions de détournements par 2 pharmaciens, peut-être qu'ils n'ont pas encore vu les autres, pour pouvoir en être là. Après, par chance, je vous dis, par chance pour la sécurité sociale, il me semble qu'on a déjà saisi des biens à hauteur des sommes détournées. 3 millions. Des 3 ou 4 millions. Voilà. Non, mais moi, je mets en doute le système de contrôle, au-delà du fait que quand ces gens-là sont dans ces systèmes de détournement d'argent, ils oublient que c'est l'argent des salariés qui ont cotisé, qui alimentent la sécurité sociale. Pas que les salariés, pas les que retraités, les entreprises. Entre autres, des entreprises. Ouais. Alors, José, je vous laisse finir votre phrase. Je dis qu'il me semble qu'il y a une carence de contrôle à l'intérieur de ces grandes maisons pour pouvoir mieux gérer notre argent qu'on prélève tantôt sur nos impôts, tantôt sur nos salaires. Il y a des claques qui se perdent. Il y en a même qui disent, je leur laisse toute la responsabilité de leurs propos, qu'il y aurait même des complicités pour qu'on en arrive à des sommes aussi importantes. Alors, vous savez qu'on a des enquêtrices dans cette équipe, et l'une de nos enquêtrices la plus affûtée, parce que là, le truc qui est filé, c'est Claude. Enquêtrice, Claude et Frédéric prennent leur téléphone, c'est classique. Oui. Quand nous, on se contente du qu'en dira-t-on, elles, non, prennent leur téléphone. Claude, qu'est-ce que ça a donné, cette petite enquête? Alors, comment dire? Par quoi commencer? Non, enfin, pour expliquer quand même un petit peu les choses. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Et ça se fait sûrement encore, et c'est un avertissement, quelque part, parce que là, on a les noms, c'est public, alors, la gendarmerie a communiqué dessus. Allons dire les choses pour les gens qui s'emballeraient dans un enthousiasme démesuré. Oui. Ça continue. Oui. Et d'ailleurs, en Guadeloupe, c'est un petit peu moins fort. Il y a 2 pharmacies, c'est 500 000 et 350 000 euros. Oui, eux, c'est des petits joueurs. Voilà. Alors là, ce qu'il faut quand même nous, on est meilleurs. Ils sont peut-être moins voleurs. Et moins voleurs? Oui, c'est pas sûr, ça dépend des secteurs. C'est pas sûr. Alors, donc, ce qui se passe, premièrement, ce sont 2 affaires distinctes. Certes, le communiqué de la gendarmerie parle du global 4,2 millions, ce sont 2 affaires distinctes, 2 pharmacies, 2 process différents. Oui. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que chaque pharmacie, c'est 4,2 millions. Non, alors on fait une petite précision. On fait une précision. Alors, on fait une petite précision. Il y en a un qui surfacture, c'est ça? Il y en a un qui... Alors, je vais expliquer. Il y en a un en majorité qui surfacture, c'est-à-dire qu'il y a des molécules, il faut que les Martiniquais sachent qu'il y a des produits, notamment dans le traitement du cancer, des cancers, les anticancéreux, certaines maladies qui sont rares ou auto-immunes, également en cardiologie, vous avez des molécules qui sont extrêmement chères. C'est-à-dire que le traitement, la boîte, l'unité, la boîte, la molécule, ça peut aller jusqu'à parfois 20 000 euros, il y a même parfois 80 000 euros, ça c'est plus rare, parce qu'il faut la trésorerie pour pouvoir commander le médicament, payer le grossiste, etc. Mais c'est beaucoup plus rare. La moyenne, sur 3 ou 6 mois, la grosse moyenne, c'est entre 6 000 et 9 000 euros. D'accord? Mais quand même, c'est-à-dire que vous avez un traitement, quelqu'un qui vient pour 3 mois, 6 mois, donc là commencent les choses. Le pharmacien, comme maintenant comment dirais-je, on envoie par télétransmission, etc., on peut mettre à renouveler.
On peut aussi, la personne peut être décédée, on a 3 mois avant, on peut faire des choses. On peut donner des médicaments à des gens qui sont morts. Mais 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, ça peut aller vite. Ouais. Bon, c'était sur 6 ans dans les 2 cas. Donc c'était. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment. Et évidemment, personne à la Sécu n'aurait contrôlé des trucs qui valent 30 000 euros. Non, bien sûr. Au-dessus de 300 euros. Il y a un protocole, une boîte de 300 euros, parce qu'on n'a pas l'impression comme ça, mais on a la chance d'être en France, ça coûte extrêmement cher. On peut coûter cher. Alors, donc, il y a des warnings et on dit attention. Et donc, effectivement, il a été remarqué, et là, il y a des petits, la CGSS, même en France, il y a des petits logiciels qui permettent de dire, là, il y a un problème, il y a une anomalie, comme ils disent. Ouais. Et là, ils regardent un petit peu plus, on va plus loin, on regarde au niveau du grossiste, etc., etc. Ce qui explique que d'une part, il y a une pharmacie, c'était de la surfacturation, ça va très vite, on a dit. Il y a une autre. Alors, une, c'était 1,7 million et l'autre, donc, c'est 2,5 millions. Mais il y a une autre où c'était un peu différent. C'était là l'envoi de médicaments à un pays tiers et médicaments facturés à la sécurité sociale. C'est pas formidable, ça. Donc voilà, et avec là aussi un processus de duplication d'ordonnances, de Doliprane avec des volumes pas possibles, etc., etc. Donc voilà un petit peu la mécanique que nos téléspectateurs puissent comprendre. Mais quand vous êtes pris, on regarde et on remonte. On dit sur 6 ans, parce qu'ils sont remontés, parce que quand il y a une anomalie qu'on a peut-être repérée en 2024, on remonte pour voir depuis quand ça dure, etc. Mais ce qui est particulier quand même, c'est que normalement, il y a un expert comptable. Normalement, il y a des choses, il y a des garde-fous. Il y en a un qui n'avait pas d'expert comptable d'ailleurs. Mais enfin bon, il y a des choses qui se passent. Mais en tout cas, une fois qu'on remonte, et dans les 2 cas, c'était des associés uniques. C'est un seul pharmacien, ils n'étaient pas 2, 3. Voilà, ils avaient été propriétaires de leur propre business. Avec leur femme en plus, hein. Alors l'un, c'était ça. La femme s'occupait des ressources humaines, mais l'autre, pas du tout. Son épouse n'était pas du tout dans la boucle. Et pas du tout le même métier. Est-ce que c'est vrai qu'à certains moments, il y avait des faux Doliprane sur les rayons? Alors, les faux Doliprane, non, j'ai pas eu les faux Doliprane. Par contre, un volume très important de ce type de médicaments, oui. Oui. Parce alors, continuez votre enquête parce qu'il y avait des faux, puisque la justice a pointé le doigt du fait que ces pharmaciens ont mis la vie des patients en danger en vendant de faux médicaments. Oui, mais c'était aussi surtout pour les... Pardonnez-moi, mais certaines fois, quand vous avez des anticancéreux, quand même, sur 6 mois, là, ça interpelle. Et ça, si l'ordonnance était réelle, ça, c'est pas possible. La personne, au bout d'un moment, elle tient pas la route. Hein. C'est ça, la mise en danger aussi. Bon. Frédéric, vous êtes toute souriante parce que vous vous dites « je l'avais déjà dit ». Alors, vous l'avez déjà répété à plusieurs reprises. Ce que vous... Je le soupçonnais. Ouais, voilà, c'est le mot que j'allais employer. Ce que vous soupçonniez est enfin arrivé. Et José dit, de toute façon, ça, s'il n'y a pas un truc bizarre du côté des gens qui théoriquement doivent contrôler, c'est que c'est à n'y rien comprendre. Parce que il y a eu des affaires précédentes, notamment un fameux dentiste, vous vous rappelez, on était sur, là aussi, plusieurs millions d'euros. Bon, il y a eu une infirmière libérale. Bon, bref, ça nous avait d'ailleurs valu des attaques violentes. Bon, alors vous, conclusion. C'est normal. C'est normal. Pourquoi c'est normal? C'est normal, je ne banalise pas et je ne rigole pas de la situation. Claude parlait de ces médicaments, c'est exactement ça. On a des médicaments qui sont très importants comme le diabète, les insulines, des produits qui coûtent extrêmement cher. Et vous parliez de... Alors, soit on fait des créations factices d'ordonnances, c'est surtout ça, soit on falsifie et donc il y a un scandale sanitaire derrière. Hein. Donc voilà, c'est pas qu'un scandale financier, c'est un scandale sanitaire. Ça du doigt, hein. Donc je me suis amusée à regarder un petit peu... J'ai regardé la presse nationale cette semaine quand j'ai entendu l'actualité. Figurez-vous que dans le Puy-de-Dôme, la CPM annonce 6,6 millions d'euros de fraude. Pas pour banaliser, hein. Chez nous, c'est... Je voudrais qu'on relativise les niveaux. On est bon, on est très très bon. Malheureusement, c'est dans ça qu'on s'illustre. Hein. En Haute-Loire, la fraude dépasse le million d'euros. Bon. Petit joueur. Dans l'Allier, la CPAM indique 2,7 millions. Et on a, ça c'est une
une constante, 48% des cas détectés relèvent des assurés, mais 84% relèvent de la responsabilité des professionnels de santé. Figurez-vous qu'il y a un petit top 3. Il y a un petit top 3, il y a les transporteurs sanitaires, il y a les endoprothésistes et il y a derrière les pharmacies et les EHPAD. Alors, moi, je me suis dit, mais alors, si eux, ils arrivent à se faire autant de millions, combien les transporteurs sanitaires? Non, mais c'est enfin, je suis désolée. Ah oui, là, il y a carrément des entreprises fabuleuses. Voilà, il faut être juste. Je ne peux pas être à charge sur la CTM et cette histoire-là de millions d'euros détournés avec... un soupçon quand même de responsabilité commune. Tu ne peux pas avoir de temps. Et puis ce sont des mouvements qui viennent d'une pharmacie ou de deux ou de trois. Ce n'est pas toutes les pharmacies qui sont dans une situation frauduleuse, bien sûr et bien évidemment et bien heureusement. Donc je ne peux pas en fait considérer qu'on voit autant de flux, qu'on se trouve au siège de la CGSS. Alors là, on ne parle pas du conseil d'administration de la CGSS, qui avait été... qui avait... Mais c'est la vérité, non? Qui avait été étiqueté par les rapports, conseil d'administration, avec vraiment des choses inacceptables et le mot sort, je suis désolée, c'est des profitations diverses et variées. Voilà. Mais pour en revenir au système, là, on n'est pas sur du conseil d'administration. Ouais. On est sur une centrale et on est sur une systémique. Alors, comment est-ce qu'on l'explique? Alors oui, on peut dire, c'est vrai qu'il n'y a pas les sentinelles, il n'y a pas les contrôles. La CGSS, la sécurité sociale existe depuis les années 70-80. On ne peut pas avoir un centime de côté si on n'est pas imposé. Et vous êtes en train de me dire que... vous allez avoir des problèmes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est quand même fou parce que là, il y a de la réactivité. Mais en termes de fonctionnement, je me dis, mais il faut se poser les bonnes questions. Voilà, c'est... On fait un pari que c'est pas fini. Alors voilà quelqu'un voilà quelqu'un qui a été confronté à ça de manière systémique. Alors, un témoignage d'un ancien DGARS qui a été confronté à des fraudes spectaculaires. Alors moi j'ai plusieurs remarques. D'abord, quand même, le montant du truc, c'est 4 241 690. Et vous comptez les euros. Ben oui. La condamnation, si j'ai bien compris, c'est 3 ans avec 8 mois, 3 ans avec sursis, avec 8 mois de bracelet. Ouais. D'accord. Mais attention, fini le métier de... Oui, non mais fini les pharmacies, fini les bagnoles. Sur le plan judiciaire, parce que le Conseil de l'ordre, c'est pas encore prononcé. Oui, et puis les pharmacies sont revendues, sont revendues. Mais je parle de... Il y en a quand même qui font de la prison, on va dire, pour bien moins que ça, les petites gens, bien moins que ça. Bon, ça c'est en passant. Mais je le dis quand même, relativisons. C'est 2 pharmacies, c'est 3 qu'il a dit, je dis, sur 126 pharmacies quand même. Donc, je ne veux pas, il faut, pour le moment, il ne faut pas jeter l'opprobre sur une profession. Quand on commence à prendre des ratios, ça fait beaucoup. Hein. Oui, par rapport au niveau national. Et puis attention, bien sûr. Ce n'est que la suite, parce qu'il y a eu d'autres pharmaciens qui ont été impliqués. De toute façon, il faut nettoyer. Moi, je vais vous dire une chose. Tu as fait référence aux choses que j'ai connues. Oui. Mais moi, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Pas seulement pour les fraudes financières. Mais les fraudes financières, on peut en parler. Moi, j'ai vu des médecins, vous savez, ont une activité privée. Oui. Bon, il y a eu des dossiers qui ont été montés par l'ARS suite à des inspections parce que il y avait de la fraude à ce niveau-là. Les dossiers étaient épais comme ça. Ils me sont revenus 6 mois après avec manque d'insuffisance d'éléments, etc. Affaires classées. Au revoir. Je crois même que vous avez dû gérer des médecins qui étaient installés à l'étranger et qui touchaient malgré tout des salaires à l'hôpital. Ah oui, ou bien des infirmiers libéraux, ça c'est un petit peu avant, mais la moyenne, la Sécu a mis de l'ordre dedans, c'était des déplacements à hauteur de 750 km par jour, y compris quand on était en formation en métropole. On avait tellement l'habitude de tricher qu'on oubliait de rectifier. J'ai vu une association qui gérait un hôpital à domicile, à l'époque, qui avait mis dedans toute la famille pour qu'il n'y ait pas de problème, mais sauf que nous avons regardé les choses et la responsable s'était payée une prime annuelle de 173 000 €
et elle avait donné la même somme à sa présidente de conseil d'administration qui, une fois l'inspection faite, a tellement eu peur des conséquences juridiques qu'elle a remboursé les 173 000 euros. Non, je pourrais citer. Alors, l'essentiel des fermetures que nous avons faites, c'était pour d'autres choses, des raisons sanitaires, pas des raisons financières. Mais c'est en permanence qu'il y a à mettre des garde-fous, à mettre des verrous, à mettre des outils de contrôle de gestion et de surveillance pour éviter les fraudes. On a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. 30 secondes. On a attiré mon attention sur juste deux choses. Premièrement, des infirmières quand même qui, si vous voulez, maintenant les infirmières peuvent acheter les médicaments pour leurs patients. Je parle de médicaments très chers, de molécules. Et donc elles vont chez un pharmacien préféré et qui les rétribue en nature parce qu'elles amènent du volume, par exemple. Et puis, moi j'ai vécu le fait que papa à l'époque avait été hospitalisé et où finalement l'infirmière facturait quand même ce que tu disais, les soins à domicile, voilà. Bon. Pas hospitalisé 6 semaines. Alors, pour éviter qu'on soit attaqué la semaine prochaine par les associations ou les syndicats, on ne parle que de... Choses passées. Non, que de faits qui sont minoritaires. On est bien d'accord. Ne généralisons pas. Les plus et les moyens, on commence par Frédéric. Oui. Donc, j'ai 3 plus en montant graduellement vers le nord. Rapidement. Oui, rapidement. Je voudrais parler de l'association Vox Caribé. J'en avais déjà parlé sur ce plateau. C'est une association qui me plaît parce que son travail, c'est de reconstituer la troupe de théâtre de Saint-Pierre telle qu'elle existait avant la Révolution française. Donc voilà, ce petit plus, exactement, c'est leur donner de la force. À 1794. Absolument, donc c'est vraiment pour leur donner de la force avec leur projet Féerie Rococo. Voilà, je parle souvent de la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà un mécénat, voilà une façon de contribuer à la culture et au patrimoine martiniquais. Donc allez-y. Deuxièmement, je remonte de Saint-Pierre aux Bornes Rouges. Donc je ne vais pas présenter cela aussi brillamment que ma collègue de plateau et la vôtre aussi. C'est un ouvrage Cécile Maximin de Claude Michel Privat, pour ne pas écorcher son nom. C'est véritablement un très bel ouvrage qui raconte c'est un roman historique qui nous plonge dans la Martinique du début 20e siècle, où on entre dans la vie de Cécile, donc une femme qui on revit avec elle l'éruption de la montagne Pelée, la Première Guerre mondiale, l'époque de l'amiral Robert, notre patrimoine. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est distribué dans beaucoup de librairies, dont la FNAC, enfin, on ne va pas citer de marque, FNAC Cultura, librairie Antillaise. Ah non, ça n'existe plus. Mais il n'est pas distribué en Martinique et je trouve que vraiment, ça fait partie pas encore, voilà, et ça fait partie de notre patrimoine et je voulais aussi lui donner de la force à ce monsieur formidable. Et puis pour terminer, je vais parler puisque vous m'aviez interrompu lorsque j'avais énoncé son plus, de Karine Taillamé. Elle est très fâchée. Elle est très fâchée. Bon, on avait donc promis de réparer ça. Voilà, et c'est ce qu'on fait, et succinctement, mais pas trop quand même. Donc sous le commissariat de Karine Taillamé, l'exposition dont je parlais, Martinique Cartographie intime, eh bien, c'est une exposition encore plus au nord, puisqu'elle était à Saint-Barthélemy. Et donc, les élus et le Martiniquais, ainsi que le président de la collectivité de Saint-Barth lui ont donné de la force et ont appuyé son projet. Et cette exposition s'est remarquablement bien déroulée. Et je voulais lui dire félicitations, Karine. Je m'associe à ces félicitations oui. pour avoir empêché... Vous pouvez empêcher Frédéric d'aller jusqu'au bout. José, plus ou moins? J'ai un plus, un petit plus. Alors nos amis diraient, ça pas vrai. Si. J'ai eu un vrai coup de cœur pour Christiane Valéjo, qui va à la rencontre de Maître du Belay pour nous livrer un clip magnifique qui s'appelle Joue Soleil, sur un défilé de création de costumes traditionnels. C'est une vraie merveille, vraiment. Je vous invite à aller voir ça. En fait, j'ai envie de vous dire, déposez les armes et regardez cette merveille. Vous allez vous détendre et voir ce défilé, c'est tous ces vêtements avec cette musique partagée avec Benoît Rastock. C'est une vraie merveille, un vrai coup de cœur dans cette Martinique perturbée. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce coup de fraîcheur. Claude?
Alors moi j'ai 2 plus. Alors le premier c'est pour notre ami André Prosper, puisqu'André fait partie des 11 médaillés du Salon de l'Agriculture. C'est la 5e édition que le Salon de l'Agriculture international de l'agriculture met à l'honneur des personnalités. Donc il fait partie, c'est la première fois qu'il y a un ultramarin et un Martiniquais. Il a pris l'avion ce soir. Il a pris l'avion ce soir. Il faut recevoir sa médaille donc après-demain, mercredi, à Paris. Avec lui, dans cette promotion, il y a également l'ancien Premier ministre Michel Barnier et ancien ministre de l'Agriculture également Michel Barnier, commissaire européen, etc. Mais André, pourquoi? Pour son engagement, pour son dynamisme, pour promouvoir la filière. Et puis, bon, André, ça a été une des stars du Salon de l'Agriculture. Enfin, qui n'a pas repéré notre ami André Prosper? Et la proximité avec le président de la République. Oui, aussi. Mais enfin, voilà. Donc, on est très fiers de ça et bravo à lui. Le deuxième plus coup de cœur, donc je n'ai parlé la semaine dernière, tout ce week-end, depuis vendredi, il y a eu donc la collecte vendredi, samedi en faveur de la banque alimentaire, donc avec beaucoup d'associations diverses et variées, de clubs-services qui se sont mobilisés. Et donc, il y a eu... On n'a pas encore le résultat malheureusement, mais en tout cas, le volume, pour ce qu'on a vu nous samedi, était un peu moins important. Toutefois, moi j'étais avec les amis du Rotary Club du Lamentin et de la famille Rotary in Will dans un supermarché à la Galeria. Et bien par contre, ce qu'on a vu, c'était, et ça fait plaisir, des jeunes, des gens jeunes, des étudiants qui venaient même avec un gandiri café sac d'iri, comme on dit, avec un dentifrice, avec un paquet de riz, mais qui sont venus également, et puis des parents avec des jeunes enfants, donc aussi des jeunes parents, des enfants qui marchaient à peine 3 ans, 2 ans, et la madame qui venait porter les petits pots bébés, et ça c'est formidable. C'était un petit peu, il y en avait un petit peu plus que par rapport aux autres années, on a remarqué, on avait des personnes assez mûres qui venaient, etc. Alors on avait de tout, et comme d'habitude, alors il faut remercier tous ces Martiniquais et ces Martiniquaises qui sont mobilisés, toutes ces personnes en général qui sont mobilisées, et il faut aussi dire que ce n'est pas forcément ceux qui parfois arrivent dans le magasin nous toisent un peu, et alors qu'on sait qu'ils ont les moyens, qu'ils avaient un gros 4x4, mais vraiment c'est tout le monde, et vraiment toute catégorie, et qui se sont montrés solidaires. Et bravo à eux et merci. C'est très important. Et merci pour les amis tous les amis, toutes les personnes qui sont mobilisées, en particulier les amis rotariens. On va éviter de stigmatiser les propriétaires non, mais façon de parler. De véhicules, de 4x4. Qui parfois peuvent faire mettre fin à l'euro. Une fois n'est pas coutume, mais je vais aller dans le même sens que Claude et faire 2 plus. Et en plus sur le même sujet. Mon premier plus, ça sera à l'occasion de cette collecte de la banque alimentaire. Mais c'est un événement. J'ai vu dimanche matin devant la cathédrale en fin de matinée un type couché pratiquement nu, qui ressemblait à un type que j'avais vu en entrant dans la ville de Jérémie à Haïti et qui buvait l'eau du canal. Et le gars était dans un dénuement tel, et il y avait des gens là d'une association que je n'ai pas pu bien voir, à laquelle je passais en voiture et qui lui donnaient à manger, à boire, etc. Et je pense qu'il faut qu'on donne un gros plus à toutes ces associations, Banque alimentaire, Secours catholique, la Croix-Rouge, l'Assise, enfin tous ces gens qui approchent, c'est le Fourneau, etc., tous ces gens qui approchent ces personnes délaissées dans la rue et qui sont dans un état sanitaire et dans un état de de pauvreté invraisemblable. Donc un gros plus pour vous qui faites un travail que beaucoup ne pourraient pas faire. En commune aussi. Ne pourraient pas faire, y compris en commune et tout ça. Mon deuxième plus, c'est pour tout ce camp anticolonialiste j'ai vu un appel qui était à 125 personnes aujourd'hui, du camp anticolonialiste, qui se regroupent, toutes tendances confondues apparemment, pas apparemment, c'est sûr, pour faire appel à un barrage à l'arrivée de tout ce qui est raciste et suprémaciste, donc le Rassemblement national au pouvoir à l'occasion des élections présidentielles. Donc je leur tire un chapeau en disant, là, il y a du non-sectarisme qui n'existait pas avant. Ils se mobilisent pour réfléchir à un travail, à un programme et éviter que nous connaissions en Martinique la catastrophe que nous connaissons ailleurs. Très bien. Bon, moi, j'ai les miennes. Yes. J'ai 2 plus. Oh. Un plus, comme quoi c'est possible. Non. Mais attendez, vous allez voir. Un plus pour le service cardiologie de l'hôpital de Trinité, l'hôpital Louis Domer. Il y a des dames formidables qui font un travail formidable.
et je leur avais promis de faire un petit plus parce qu'il faut les soutenir. Un deuxième plus pour nos amis guadeloupéens, notamment les élus qui ont décidé de créer une usine centrale. Alors ça s'appelle en plus l'usine centrale à Anse-Bertrand, quelque chose d'extraordinaire. C'est une usine monstrueuse de 1600 mètres carrés, un truc qui est destiné à transformer les produits agricoles, les découper, les transformer en purée, en carré, etc., etc. Et ces produits seront destinés notamment aux cuisines centrales et évidemment aux cantines scolaires. Ils viennent nous donner des cours? Non, alors on en a une. On en a une ici, elle est plus petite. Ouais. Celle-là, elle est gigantesque. Celle-ci, elle est gigantesque. Voilà. Alors, quand même, 2 mois, très rapidement. Comme vous avez pu le voir sur d'autres antennes, il y a un nouveau scandale en matière d'immobilier à Saint-Joseph. Il semblerait qu'un promoteur, je dis bien, il semblerait qu'un promoteur soit mis en cause par des propriétaires qui finalement ont une maison, mais qui n'ont ni eau, ni électricité, ni chemin de manière légale. Voilà. Ah, ils se sont branchés comme ils pouvaient. J'ai appelé, je disais, ouais, mais bon, c'est qui le responsable? Parce que le promoteur, elle dit, ouais, mais le promoteur, vous savez que dans cette émission, nous, on va plus loin. Alors, il semblerait que la Sopamar puisse prononcer sur Facebook le nom. Alors moi j'ai été écouter le nom. Et le nom c'est celui de Jean-Michel Monique. C'est un monsieur qui a été, semble-t-il, concerné par cette opération. Et le lotissement s'appelle Fonds Épingle. OK? Toujours en lien avec ces scandales immobiliers, il semblerait qu'il y ait un notaire en particulier qui fasse des pratiques, une étude qui pratique on va dire des facilités avec la réglementation et la loi, par exemple en permettant à un promoteur non pas d'acheter un terrain en faisant un prêt, mais en lui permettant de vendre les parts avant d'avoir acheté le terrain. Et il récupère l'argent des gens qui achètent les parts pour acheter le terrain. Ce qui, sur un plan légal, est totalement interdit. Donc, nous disons à nos amis notaires de faire un peu le ménage, parce qu'on va faire l'enquête, et on saura qui fait ça, bien évidemment. Et puis, un dernier, on parlait d'André Prosper. Je voudrais m'adresser à nouveau à la mairesse de Trinité. Madame le maire, est-ce que vous pourriez donner un petit pal à ce monsieur en mettant de l'ordre sur le fameux paddle qui se trouve dans un couloir écologique et qui porte atteinte, notamment en matière de décibels, à la vie des gens, tout simplement. Il y a des heures pour faire du paddle et il y a surtout une distance par rapport à une maison. OK? Donc là aussi, on va aller plus loin. Là, on va enquêter, on va vous donner des chiffres, on va probablement mesurer l'impact sonore parce qu'il faut réagir. Très bien. Merci beaucoup. Merci de vos engagements, de votre courage, parce qu'on nous dit, ouais, mais bon, vous n'êtes pas dit la vérité. Ben, ce soir vous avez vu qu'on a été, grâce à nos enquêtrices et nos enquêteurs, on a été relativement loin. Merci à la chaîne d'exister. Merci à la direction. Merci aux équipes. Merci à la rédaction. Très important. Merci aux chroniqueurs, à l'ensemble des chroniqueurs, parce que, je vous le dis, on arrive en fin de saison, il reste donc 3 émissions. Voilà. Donc, économisez votre temps. Et un petit rendez-vous agenda comme d'habitude. Miss Martinique, samedi soir. Ah oui, c'est vrai. Miss Martinique, ça concerne en particulier cette chaîne. Voilà. Merci de participer, de voter. Rendez-vous samedi. Et puis, merci et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.